Bienvenue au nouvel épisode de Gère-toi. Nouveau décor pour Gère-toi, mais autant de pertinence pour les dirigeants, les gestionnaires qui désirent être inspirés et trouver des nouvelles solutions, des conseils sans se sentir jugés. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on reçoit Frédéric Deshaies, président fondateur des espaces de coworking Head Office. Il est venu parler, entre autres, des solutions pour les PME, start-up qui désirent avoir des locaux de manière flexible et aussi, il est venu parler de son expérience de gestionnaire, de ce qu'il a appris, comment il a évolué. Frédéric Deshaies, fondateur, président de Head Office. Oui. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, merci d'être venu nous voir à Gère-toi. Frédéric, je voulais qu'on jase au podcast aujourd'hui. En fait, il y a plein de sujets que j'ai envie qu'on aborde. Excellent. Premièrement, Head Office, c'est venu d'où cette idée-là de révolutionner le monde du coworking? Oui, bien en fait, c'est une idée qui n'était pas tant calculée. Moi, j'ai travaillé dans la publicité pendant 25 ans, puis je trouvais que j'avais fait un petit peu le tour, fait que je me cherchais un nouveau projet en préparation de ma retraite, qui était quand même pas là, mais je me cherchais de quoi de nouveau à faire. Puis là, j'ai vu un petit peu le phénomène de WeWork qui arrivait. Je trouvais que l'idée était intéressante parce qu'on s'entend que le coworking, ça existe depuis longtemps. Là. On appelait ça des centres d'affaires, mais c'est pas... il n'y a rien qui a été inventé dans les 10-15 dernières années, mais je trouvais que la nouvelle mentalité, l'esprit de collaboration, je trouvais ça intéressant. Il y avait un nouveau genre d'entreprise qui allait dans ces espaces-là. C'était plus juste des notaires, des avocats, puis des comptables. Là. Il y avait des compagnies en technologie. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Puis là, j'ai décidé à un moment donné, je dis je vais faire le saut. Puis j'ai réalisé qu'il n'y en avait pas beaucoup sur la rive sud de Montréal. Mais là, la question, c'est tout le temps, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de besoin ou c'est juste parce que personne n'a osé le faire? Fait que j'ai décidé d'essayer. J'ai ouvert le premier à Longueuil en septembre 2017. Puis après ça, c'était supposé être un projet de pré-retraite, donc c'était supposé être le seul espace que j'aurais. Je m'étais dit, avec ça, je devrais être capable d'avoir du fun, de bien vivre. Puis là, aujourd'hui, on est rendu à 12 espaces à travers le Québec, puis on travaille déjà sur des projets là, pour en rajouter quelques-uns dans les prochaines années. Fait que ça l'a vraiment évolué. Je pense que la pandémie nous a beaucoup aidés. Autant ça a été difficile pendant les 2 années de pandémie. Après la pandémie, le besoin était là. Je pense que les entrepreneurs, les entreprises cherchaient quelque chose comme ça. Fait qu'on a juste profité de la vague, puis c'est ça qui nous amène où on est rendu aujourd'hui. Là. Fait que 8 ans, donc... 8 ans avec 2 années de pandémie là-dedans, fait qu'on peut dire que c'est plus comme en 6 ans qu'on a réussi de passer de un espace à 12. La clientèle, en fait, de Head Office, ça va être des entrepreneurs, des startups. Si tu peux nous en parler un peu. C'est un beau mix de tout ça. Tu sais, souvent, ce que j'aime dans nos espaces, c'est qu'on réussit à avoir une belle variété de locataires qui va favoriser la collaboration. Fait que les gens vont pouvoir travailler ensemble, mais tu sais, on a des travailleurs autonomes, on a des employés d'entreprise qui ont plus de bureau puis qui ont besoin de sortir de la maison, mais on a aussi des grandes entreprises d'un peu partout dans le monde qui vont soit installer une partie de leur équipe ou la totalité de leur équipe dans nos bureaux. Fait que c'est de plus en plus varié comme clientèle, là, je pense qu'on réussit à répondre aux besoins d'une grande variété de locataires. Ben oui, puis c'est quoi l'avenir du cowork au Québec? Parce que tu l'as nommé, la pandémie a vraiment fait un virement là, au niveau des espaces du télétravail, des formules hybrides. C'est des gros coûts aussi pour les entreprises, là, les locaux. On s'en va où, justement, avec cette révolution-là? Je pense que ce qui a changé beaucoup dans les dernières années, là, puis c'est sûr que c'est comme il y a avant et après Jésus-Christ, mais il y a avant et après la pandémie, là, en tout cas, surtout dans notre cas. Puis ce qui a changé beaucoup, c'est que le bureau, c'était vu comme une dépense nécessaire. Oui. On n'avait pas le choix d'avoir un espace pour installer les employés, puis que les employés soient à proximité. Maintenant, c'est devenu comme c'est un choix, c'est plus une obligation d'avoir des bureaux. Il y a de plus en plus de solutions. Puis je pense que c'est un peu à ça que le coworking répond. Nous, on a des clients qui vont utiliser une salle de conférence une fois par mois pour rencontrer leurs employés. On a des entreprises qui ont réduit de 4-5 fois l'espace de bureau qu'ils occupaient pour avoir des espaces plus petits, mais qui adoptent une autre façon de travailler avec leurs employés, qui vont y aller soit sur une base où ils vont obliger les employés à venir une journée ou 2 par semaine, puis il y a une rotation qui se fait. Puis on a des entreprises qui décident d'être installées puis qui demandent à leurs employés d'être là 5 jours semaine. Fait que c'est vraiment varié. Puis je pense que la beauté du coworking, c'est la flexibilité. Il n'y a pas beaucoup d'offres en immobilier, à part en coworking, où on peut avoir accès à toute cette flexibilité-là. Je veux dire, il n'y a pas un bailleur qui va accéder
accepter de faire un bail à une journée par semaine ou qui va te louer un espace pour 1 heure ou 2 dans ta semaine, mais le coworking peut le faire. C'est sûr que nous, on prend une grosse partie du risque. C'est nous qui louons les espaces, on les aménage, il y a des frais reliés à ça. Mais en ce moment, la demande est tellement forte que je pense que ça vaut le risque. Puis on le voit là, dans nos espaces, on a plusieurs espaces où on a des listes d'attente. Là. Fait que je pense que ça démontre que le besoin est là, puis on continue d'adapter notre offre pour répondre. Puis pour répondre vraiment à ta question, ce qui s'en vient, mais je pense que c'est ça, c'est qu'on va voir de plus en plus de nouvelles demandes. Les entrepreneurs nous demandent toutes sortes d'adapter notre offre de façon différente, puis ça, on va le voir de plus en plus. Mais la beauté, c'est ça, c'est qu'on est capable, dans un coworking, de répondre. Généralement, on est capable de répondre à pas mal toutes ces demandes-là. Oui, parce que ça reste que il y a des besoins encore à combler au niveau des humains qui ont besoin de se voir, qui ont besoin de collaborer, ils ont besoin de matériel, des salles. Donc, il y a des limites aussi à travailler à distance que Head Office peut combler. Là. Ouais. T'es patron, Frédéric. Ouais. Donc, t'as une belle équipe avec toi. Ouais. À Gère-toi, on aime ça, discuter des défis, de la réalité des patrons. Ouais. Comment tu t'as pu justement bâtir ton équipe dans un modèle qui n'existait pas? On a eu quelques échanges au préalable, puis tu me parlais justement que quand t'embauchais, ben c'était un défi parce que tes gens, ils venaient pas du cowork, là. Ouais. Ben, c'est sûr que c'est un défi parce que c'est pas une industrie où il y a beaucoup de gens qui travaillent. Tu sais, au Québec, là, un des réseaux de coworking, il n'y en a pas tant que ça. Il y a peut-être 80% des coworking qui sont gérés par une personne, qui c'est un one-man show, puis c'est une personne qui a loin un local, qui fait un peu tout. Fait que c'est très difficile d'aller chercher des employés qui ont une expérience dans ce domaine-là. J'ai quand même réussi à en chercher 2 sur l'équipe qui avaient déjà travaillé dans des coworking. Fait que j'ai déjà été chanceux là-dessus. Je pense qu'on a quand même une marque employeur qui est intéressante dans ce domaine-là. Fait que ça nous aide quand même à aller chercher des talents, mais il reste que c'était difficile de comprendre des gens qui comprenaient vraiment notre réalité de coworking. Fait que pour moi, tu sais, une des choses, c'est d'engager des gens qui sont plus juniors. Fait que ça vient avec des défis des former, des choisir. Fait que souvent, mon premier élément, c'est vraiment l'attitude. Je vais vraiment sélectionner les gens sur l'attitude qu'ils ont. Puis maintenant que l'équipe grossit aussi, le défi que j'ai, c'est de trouver des personnes qui vont bien fitter dans l'équipe qui est déjà en place. Tu sais, tu peux pas demander à une équipe de s'adapter à un nouvel employé. Il faut que le nouvel employé, idéalement, fit dans la culture, fit dans le groupe qui est déjà en place. Fait que ça, c'est un défi à mesure qu'on engage du monde. Ben, le défi est de plus en plus grand de trouver le bon fit. Puis c'est sûr que, tu sais, ça me demande de m'impliquer beaucoup au niveau de la formation, du coaching, d'être près de mes employés puis de leur transférer mes connaissances puis ce que j'ai appris moi sur le tas parce que j'ai pas été formé pour faire ça. Je l'ai tout appris sur le tas. Fait que c'est sûr que c'est un défi en tant que gestionnaire là, d'avoir la bonne équipe. Puis souvent quand j'engage les gens, je les engage aussi pour des compétences qu'ils ont, mais je vais essayer de les développer pour des intérêts qu'ils ont. Fait que souvent je vais les engager parce qu'ils ont une expérience soit en vente, en marketing ou en tout cas qu'ils ont. Puis après ça, c'est OK, qu'est-ce que tu as le goût de faire? Où tu te vois dans 5 ans? Puis moi, je vais essayer de te développer pour pouvoir t'amener où tu veux être dans 5 ans. Fait que ça a un avantage d'engager des gens plus juniors parce qu'on peut justement les aider à développer d'autres compétences. Mais ça prend un peu plus d'investissement en temps, en patience, en tolérance des erreurs. Exactement. Ouais, exact. Ça vient avec la situation. Puis tu as nommé que tu as appris à être patron, en fait, à être boss. Comment tu décrirais un peu ton parcours d'apprentissage? Ouais, ben en fait, avant d'être patron, j'ai eu des patrons. Oui. Fait que j'en ai eu des bons, des moins bons. Puis des fois, ceux que je pensais pas bons dans le temps, aujourd'hui, je me rends compte qu'ils étaient peut-être meilleurs que je pensais. Quand tu deviens comme employeur, tu vois une autre réalité. Il y a des choses que tu comprenais pas à l'époque que là, tu comprends. Fait que, tu sais, moi, je trouve... Des fois, j'ai l'impression que les gens qui ont été entrepreneurs, ça doit être les meilleurs employés, là, parce que ils ont vu une autre réalité. Fait que, tu sais, maintenant, moi, je l'ai vu, cette réalité-là. Fait que c'est sûr que mon modèle de patron a peut-être un peu changé. Je considère pas que je suis le meilleur patron. Je pense que j'ai beaucoup de choses à travailler, même à 51 ans. Puis, on en parlait tantôt, il y a des choses que j'aurais aimé savoir il y a 10-15 ans. J'essaie de travailler beaucoup plus sur ma communication, sur le feedback que je donne. Des fois, c'est pas toujours facile parce que comme entrepreneur, on a plein de préoccupations qu'on garde pour nous autres, que ce soit des enjeux au niveau du cash flow, des problèmes, des litiges qu'on a avec... fait que c'est pas toujours facile d'être le meilleur patron puis d'être disponible tout le temps. On a nos réalités. Fait que...
je pense que j'ai du travail à faire encore. Là. Je peux être encore un meilleur patron, mais j'essaie de travailler là-dessus le plus possible. Je pense que je suis meilleur que je l'étais il y a 6 mois. Fait que je présume que les choses évoluent. Puis c'est quoi les ressources vers lesquelles tu t'es tourné justement pour dire, premièrement, c'était déjà le meilleur step de dire je choisis d'être encore meilleur à chaque jour. Ouais. Puis tu t'es tourné vers quoi ou qu'est-ce qui t'a inspiré à dire hey, je veux travailler sur moi-même dans ma posture de leadership? Oui, je me suis entouré de beaucoup de coachs. C'est beaucoup de coaching parce qu'à un moment donné, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut avoir l'humilité d'être capable de dire qu'il y a certaines choses qu'on contrôle pas ou qu'on n'est pas les meilleurs, qu'on a besoin de travailler parce que c'est pas vrai qu'on sait tout puis qu'on est bon dans tout. Fait que ça prend un peu d'humilité des fois pour être capable de l'admettre, mais des fois ça prend des gens aussi pour te le faire voir. Puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens, Adrienne Bolossine, toutes sortes de personnes comme ça qui sont arrivées dans ma vie à un moment où j'en avais besoin puis qui ont été capables de me dire je pense que là tu vois pas les choses de la bonne façon, il y a des choses que tu as besoin de travailler là-dessus, puis ça m'a beaucoup aidé là. Fait que dans la dernière année, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais comme je te dis, c'est d'avoir l'humilité de dire qu'on a besoin d'aide, puis d'aller trouver les bonnes personnes avec qui on a un bon fit, puis qui vont pouvoir nous aider justement à se développer. Fait que c'est beaucoup ça qui m'a aidé, je te dirais, dans la dernière année. Puis des fois, d'avoir un regard externe aussi. C'est le fun de donner accès aussi à ce coaching-là à nos employés, d'avoir des gens qui peuvent travailler avec l'équipe au complet, puis des fois, qui vont dire, OK, là, c'est parce que la perception que tu as de ton équipe, c'est pas la même perception que ton équipe ont d'eux autres mêmes. Parce que des fois, on n'est pas disponible, on n'est pas à l'écoute, ou qu'on voit pas, ou qu'ils nous disent pas les choses. Fait que, d'avoir quelqu'un d'externe qui peut venir un peu... c'est une posture d'être... Moi, quand que je me retrouve dans cette position-là, je dis, je m'assis sur la médaille. Ouais, exact. C'est exactement ça. C'est ça aussi, parce que c'est bel et bien, puis même si on essaie que ce soit pas ça, ça va toujours être ça. Ouais. C'est deux côtés de médaille. Exact. L'entrepreneur, il tripe sa business, ça le pogne au trip, mais faut pas s'attendre à ce que l'autre côté, donc les salariés, les employés, ils aient cette même perspective. En tout cas, ça se fait pas toute seule. Je pense que moi, j'ai la chance, puis je suis hyper reconnaissant d'avoir une équipe qui est hyper engagée. On les salue, d'ailleurs. Oui, on les salue, tout le monde. Mais je les sens vraiment engagés. Je sens que c'est des gens qui ont à cœur Head Office, qui ont à cœur de mon bien-être aussi. Parce qu'à un moment donné, j'ai été assez transparent pour leur dire j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que vous soyez responsable, que vous soyez imputable. Parce qu'à un moment donné, je peux plus tout gérer, je peux plus tout prendre sur mes épaules. J'ai une équipe qui a répondu à ça, puis qui ont dit, OK, on va le faire. Fait que, pour moi, ça, c'est énorme là, de pouvoir avoir ça, d'avoir cette chance-là. Fait que c'est pas tout le monde qui a accès à ça, mais encore là, ça prend... T'as été réfractaire au début? Avant comme cette transformation-là, t'as-tu eu un moment comme plus comme... Parce que maintenant que tu prends du recul, non? Pas du tout. Je suis pas un... T'as vu la valeur tout de suite? Je suis pas un gestionnaire qui voulait ça, parce qu'il y a des gens, je pense, qui ont besoin de ça, là, des micro-managers là, qu'on appelle, qui ont besoin d'être au courant de tous les petits détails. Moi, j'ai aucunement moi, je suis un énergiseur, j'ai besoin d'avoir des projets, j'ai besoin d'avoir une équipe en arrière de moi qui me met assez en confiance pour dire, OK, ce bout-là, j'ai plus besoin de m'en occuper. S'il y a de quoi, ils vont venir me voir. C'est sûr que ça demande une période d'adaptation, puis on est encore là-dedans. Là. Il n'y a rien qui est fini, réglé. On travaille encore là-dessus. Il y a des gens qui vont plus vite que d'autres, puis c'est normal. J'ai une partie de responsabilité là-dedans. À un moment donné, tu mets plus de temps avec quelqu'un, mais c'est sûr qu'il va évoluer plus vite. Mais pendant ce temps-là, tu en délaisses peut-être un autre. Fait que là, c'est comme un peu de gérer ton temps. Mais non, au contraire, c'est ce que je voulais. Puis c'est une des choses que Adrienne m'avait dit au début. Il me disait, c'est quoi que tu veux faire? Arrête de faire tout ce que tu veux pas faire parce que tu veux pas l'imposer aux autres. Trouve les personnes qui vont devoir le faire ou qui veulent le faire. Puis toi, fais ce que tu aimes faire. Puis c'est ça le gros changement que j'ai fait. La délégation? De déléguer, de responsabiliser les gens, puis que tout le monde, puis à la limite, les employés, ils veulent ça. Ah oui? Ils ont besoin de cette confiance-là. Ils ont besoin de savoir que tu as assez confiance en eux puis qu'ils peuvent évoluer. Si tu es toujours en arrière en train de les contrôler comme si c'était des pantins, c'est pas le fun. Il y a personne... il y a des personnes qui sont plus des doers, qui ont besoin de se faire dire quoi faire, puis c'est correct, là, puis ça en prend dans une équipe, mais il y a beaucoup de gens qui veulent cette liberté-là puis qui veulent avoir le droit de se tromper puis qui veulent apprendre, mais il faut juste être capable de s'entourer de ces personnes-là puis d'en profiter. Puis c'est ce que j'ai fait dans la dernière année. Là. Je l'entends, je pense, quotidiennement auprès des gestionnaires et dirigeants. C'est tough déléguer. Soit parce qu'on n'ose pas le faire, ou soit parce que quand on le fait, on est déçu.
C'est quoi, selon toi, qui crée le succès d'une bonne délégation? Qu'est-ce qui marche? C'est la communication, c'est la base de tout. Puis c'était probablement ma plus grosse faiblesse, jusqu'à il y a pas longtemps de communiquer. Puis je me suis fait brasser là-dessus. Puis même encore, je demande à mon équipe, dites-moi-le, parce qu'il y a rien de pire que de déléguer un projet, puis que la personne y croit pas, qu'elle le comprenne pas, mais elle aura pas d'engagement, il y aura pas d'action, puis on y arrivera jamais. Fait que s'il y a pas de communication dès le départ pour qu'on soit capable de se challenger, qu'il y a pas d'ouverture, on y arrivera pas. Fait que, pour moi, la communication, c'est hyper important, puis le feedback, d'être à mesure que les projets avancent, à mesure que tes employés prennent des responsabilités, il faut que tu sois capable de valider s'ils sont dans la bonne direction ou ils ne sont pas, puis s'ils ne sont pas, de réajuster, de S'ils ont compris la même chose que ce que tu essayais d'expliquer. Hein? Puis, mais ça va dans les deux sens. C'est moi, ce que je leur dis souvent, c'est si tu viens pas me voir puis tu viens pas valider, moi, j'assume que tu as compris puis que tu es dans la bonne direction. Fait que là, c'est là que, à un moment donné, d'avoir de la communication, d'avoir des validations à mesure que les projets avancent puis que tu donnes des responsabilités. C'est pas parce que tu donnes une responsabilité à quelqu'un que tu n'as plus rien à voir là-dedans. Il faut que tu sois capable de t'assurer que la personne, OK, elle a pris le bon chemin, elle a ce qu'il faut pour le faire. Puis ça, je pense que tout passe par la communication. Puis si tu changes d'idée en cours de route, il faut que tu le communiques aussi comme dirigeant. Oui, effectivement. Il ne faut pas que ça soit juste dans ta tête. C'est ce que j'entends dans les équipes bien souvent aussi. On oublie que toutes les pensées ne se transmettent pas en communication. Oui, effectivement. Tu as dit que tu as développé ça assez récemment, tes aptitudes en communication, qui est, je pense, une grande aptitude qui est en développement continu là, quand on a un rôle de gestion. Puis comment tu t'y es pris, puis qu'est-ce que tu as découvert? Je me suis fait brasser un peu. J'aime ça, cette expression-là, parce que ça c'est plate, mais ça marche. Il faut y goûter pour y prendre goût. Je présume que c'est pas tout le monde qui accepte ça. Moi, je pense que j'ai cette qualité-là d'être assez ouvert à ça, puis j'ai besoin de ça. À un moment donné, ça prend quelqu'un pour te le dire. Mais je me suis fait brasser par des gens qui m'ont dit, là, c'est parce que ton équipe, ils savent pas où tu t'en vas. T'sais. Toi, tu le sais, toi, tu penses que c'est clair, mais ils n'ont aucune idée où tu t'en vas, puis ils n'ont aucune idée ce que tu t'attends d'eux pour aller là. Mm-hmm. Fait que, ça m'a pris des personnes de l'extérieur parce que, probablement, vu que je communiquais pas beaucoup, je démontrais pas de l'ouverture à communiquer. Puis là, j'avais pas la communication qui revenait. Puis là, à un moment donné, t'as une équipe qui savent plus où ils s'en vont, puis mais ils se démobilisent parce qu'ils sont comme... Puis là, ils s'en vont pas tous dans la même direction. Ils ont aucune idée de ce que tu t'attends d'eux. Puis là, après ça, t'es pas content, t'es pas satisfait. La distance se crée. Puis plus il y a de distance, plus c'est difficile à rattraper. Exact. On se parle plus, puis on... Exact. Fait que, moi, je dis souvent, il y en a qui disent on est une famille. Là, moi, je crois pas à ça qu'on est une famille, on est une équipe. Dans une business, c'est une équipe. On a tout un rôle à jouer. Tout le monde a un rôle important à jouer dans l'équipe, mais c'est important que tout le monde connaisse son rôle puis que tout le monde ait les compétences pour faire son rôle. Fait que, moi, je gère ça comme une équipe de sport. Fait que c'est ce que j'essaye de faire. Puis je pense que j'ai réussi. C'est une des choses que j'ai bien réussi. On a une super belle équipe. On a une équipe qui est stable, qui est engagée. Je pense que de plus en plus, ils savent où on s'en va. Ils savent c'est quoi leur rôle dans cette planification-là, dans cette stratégie-là. Puis ça pour m'aide te beaucoup. rendre là, t'as-tu mis en place comme des communications plus fréquentes? T'as-tu développé des routines ou des trucs comme ça pour s'assurer que ça coule tout le temps, la communication? Ouais. C'est sûr qu'on a toujours nos scrums du lundi matin ou là, mais encore, on a du travail à faire sur qu'est-ce qu'on dit au scrum. C'est quoi? C'est facile de dire on fait un meeting à tous les lundis, mais ça se transforme en brainstorm. Exactement. Puis des fois, c'est pas long. Puis t'as des gens qui sont plus rêveurs, un peu plus artistes, qui vont partir dans des idées, mais c'est pas ça qui doit se régler. Fait que là, on travaille j'ai Frédéric Simard dans mon équipe qui est une super bonne gestionnaire. Mais elle a pris le contrôle des scrums. Fait que maintenant, c'est elle qui gère le scrum, c'est elle qui va ramener à l'ordre, qui va dire OK, là, c'est pas ça qu'on va régler là. Bouquez-vous un meeting puis réglez-le en dehors. Fait que d'avoir des scrums efficaces qui répondent aux objectifs, ça c'est important. J'ai aussi ramené les weekly. Fait qu'à toutes les semaines, je fais une rencontre avec chacun de mes gestionnaires pour m'assurer que tout est beau, mais en même temps, mon bureau, on est tous proches, on est une petite équipe. On est tous pas loin, fait que je suis toujours accessible, mais quand même de savoir que dans la semaine, il y a un moment de 15 minutes, 30 minutes où on va pouvoir faire le tour de quelques dossiers, qu'on va pouvoir adresser certaines situations, on le fait. Puis il y a des micro-comités qui se sont créés, comme l'équipe de vente, mais ils se rencontrent avant chaque scrum le lundi matin. Puis là, ils vont discuter justement des ventes, où on est rendu, c'est quoi les enjeux, pour que quand on arrive au scrum, justement, c'est la bonne information qui
qui est ramené. Fait que, tu sais, il y a du travail à faire. Tu sais, on a une équipe marketing, j'ai quelqu'un aux finances, on a quelqu'un, tu sais, on a un défi parce qu'on a quelqu'un qui est à Québec, mais le reste de l'équipe est tout à Montréal. Fait que comment on fait pour s'assurer d'intégrer cette personne-là dans les communications? Fait que c'est sûr que les teams, nous autres, on en fait beaucoup, là. Mais je pense que c'est ça. On essaie d'être plus structuré dans nos projets, dans les attentes, dans les délais, à quel moment ça doit être réglé. Oui, parce que vous êtes encore en croissance, là. Oui, on peut encore, oui, tout à fait. C'est-tu quelque chose qui est difficile, justement, de garder le beat, de transférer l'information sur qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi les décisions qui sont prises? Ben oui, c'est un défi parce qu'on a des gens qui sont meilleurs que d'autres à communiquer, à documenter. On essaie de documenter beaucoup les choses qu'on fait. On utilise Asana pour documenter nos projets, où on est rendu, c'est quoi les prochaines étapes, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a été pas fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. Mais évidemment, il y a des gens qui sont des... Charles, c'est le kingpin du Asana. Il met tout dans Asana, mais il y a du monde qui repose les questions, même s'ils savent que l'info est dans Asana. Fait que, comment tu fais pour amener ça et t'assurer que les gens vont adhérer à ça puis qu'ils vont tous suivre la même structure de travail. C'est plus facile pour certains, mais ça va être un défi pour d'autres. Pour d'autres, mais ça demande du temps, ça demande de l'énergie, puis ça demande de la patience aussi de suivre ça. Fait qu'on essaie de se structurer du mieux qu'on peut, d'essayer de documenter, d'avoir un suivi sur les projets, d'avoir des rencontres le plus régulièrement possible pour justement se mettre à jour sur les projets. Mais ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Il faut que les gens soient disponibles, autant mentalement que physiquement. Puis, fait que puis là, quand l'équipe grossit, ben là, qu'on embarque quelqu'un de nouveau dans l'équipe, ben il faut qu'il rattrape. Des fois, les nouveaux employés sont pas tous à la même place. Ils n'ont pas toute la structure que nous, on met en place depuis 6 mois. On oublie qu'ils vont pas deviner de même sur le pif. Ben non, il y en a qui n'ont pas les mêmes aptitudes aussi avec ce genre d'outils-là. Il y en a qui n'ont jamais touché ces outils-là. Fait que là, il faut qu'ils comprennent pourquoi on le fait, comment on le fait, comment ça doit être fait. Puis là, il faut s'assurer que... Fait que des fois, il faut taper sur le clou une couple de fois là, avant que ça... C'est vraiment un bon point qu'on oublie. Quand on intègre ou qu'on forme tout court, le pourquoi on fait ça. Ça l'éclaircit de beaucoup. Puis ça favorise l'apprentissage. On aime ça, savoir pourquoi qu'on fait les choses. Là. Puis watch out, les nouvelles générations, on s'entend que ils veulent un gros why. Ils veulent aussi se questionner, comprendre, puis contribuer à ça. Fait que c'est un super... c'est un gros hint en management. T'es un gars, Frédéric, où le service client, la qualité du service, c'est comme un essentiel pour toi. T'es quand même très exigeant là-dessus. Comment on a parlé tantôt que l'entrepreneur, c'est plus intrinsèque, c'est notre business. Fait que, des fois, les employés, ils sont dans une autre posture. Fait qu'il faut user de stratégies pour qu'ils puissent être aussi investis à donner cette qualité-là au service client. Puis je pense que tu as développé des bons trucs aussi. Tu peux nous en parler? Oui, c'est sûr que moi, j'ai travaillé en vente quand même une grosse partie de ma vie dans des milieux quand même assez compétitifs. Fait que, souvent, c'est là. Souvent, tu as des offres similaires, fait que c'est souvent le service qui va faire la différence. Je pense que c'est une de mes forces, là. Je pense que c'est une des choses que. J'ai bien des défauts, là, mais ça, je pense que c'est une des choses que j'ai depuis longtemps. Ça m'a beaucoup aidé, justement, dans des périodes des fois plus difficiles, d'avoir des bonnes relations, autant avec des partenaires que des clients. Fait que, pour moi, c'est important, le service qu'on donne. Puis pour moi, un client qui vient chez nous pour avoir une adresse corporative, il est aussi important qu'un client qui vient loin, bureau privé ou une suite. C'est un client qui fait partie de notre communauté, qui est là, qui peut évoluer chez nous, qui peut devenir un client qui va investir plus chez nous. Fait que tous les clients sont importants. C'est des gens qui connaissent du monde, c'est des réseaux. Si tu leur donnes pas un bon service, ils vont parler en mal de toi. Fait que, c'est une acquisition client. C'est super important. Fait que je veux que tout le monde soit traité comme ça. Puis dans nos valeurs, chez Head Office, on a plusieurs valeurs, mais une qui est importante, c'est l'inspiration. C'est d'inspirer nos clients, c'est d'inspirer les autres membres de l'équipe. Fait que moi, ce que j'essaie de faire, c'est de le faire par l'exemple. Pour moi, un détail, c'est quelqu'un qui vient louer une salle chez nous puis qui est un peu perdu, mais c'est au lieu de dire monte au 3e, va là, puis la salle est dans le coin à gauche, c'est de prendre le temps d'y aller avec lui, d'y expliquer puis de jaser avec lui pendant que je me déplace. Des fois, c'est fou ce qu'on apprend pendant une petite marche de 30 secondes, une minute. Fait que pour moi, c'est important. Puis c'est de montrer à mon équipe, ce que je fais, je m'attends que vous allez faire la même chose. Fait que ça, pour moi, c'est ça, faut que tu leur donnes aussi ces cues-là parce qu'ils vont pas non plus les deviner. Non, ils devinent pas. Puis il y en a chez qui c'est pas naturel. Il y a des gens qui sont moins à l'aise avec les gens, puis c'est correct. Mais des fois,
de voir quelqu'un qui fait un effort quand je sais que c'est pas dans sa... Ça me fait plaisir de voir, OK, ben elle a compris, puis elle a pris le temps de faire un petit plus pour le client. Des fois, c'est peut-être pas aussi bien fait que d'autres, mais c'est fait quand même, puis c'est fait avec un objectif de donner un meilleur service au client. Fait que ça, pour moi, c'est important. L'autre chose, moi, que je veux que l'équipe comprenne, c'est que tout le monde a un rôle important dans l'équipe, puis des fois, il y en a qui pensent les ventes, c'est eux qui rentrent l'argent, puis tout le reste, c'est des dépenses. Mais pour moi, c'est faux. L'équipe marketing est là pour créer une image de marque, générer des leads, ce qui va faire en sorte que le travail de l'équipe de vente va être plus facile. Fait que c'est important pour moi que tout le monde comprenne son rôle. Les finances, si les suivis se font pas, les clients sont pas facturés, ben on n'a pas d'argent, on va être obligé de laisser aller des clients parce qu'ils payent pas leurs factures. Mais le rôle de la personne aux finances, le rôle de la personne aux finances est hyper important parce que si on y arrive pas, ben le client, on va juste le perdre puis il fera plus partie de nos chiffres. Fait que c'est pour ça que j'ai comme instauré un modèle où tous les membres de l'équipe ont accès à une partie de rémunération basée sur les commissions et les bonnies. Peu importe le rôle que tu as dans l'équipe, ben tu as une contribution basée là-dessus, basée au succès de l'équipe, parce que je veux que ça soit... Une seule et même mission, un seul et même objectif. Ouais. Mais ça, c'est intéressant. J'ai vraiment beaucoup de questions et beaucoup d'échappées aussi quand c'est fait tout croche, là, par rapport à rémunérer de cette façon-là. Donc, les rémunérations collectives, qu'on pourrait dire. Est-ce que tu serais à l'aise de comme juste en établir quelques lignes? Ben, tu sais, dans mes anciennes vies en vente, j'ai touché un peu à tout, là, tu sais, des business où c'est basé plus sur ta performance individuelle versus d'autres équipes où c'est basé plus sur une performance d'équipe. J'ai toujours préféré, moi, la performance d'équipe. Puis, tu sais, je sais que c'est pas tout le monde, mais même moi, quand j'étais vendeur, je pense que j'étais assez au courant de toute l'importance des gens qui gravitaient autour de moi puis qui m'aidaient à faire une meilleure job, qui m'aidaient à être plus performant au niveau des ventes. Fait que je pense que ça, je l'ai depuis le début, puis j'ai toujours vu cette importance-là de tous les membres de l'équipe. Tu sais, cette semaine, on a Claude dans notre équipe qui s'occupe. C'est un retraité de 52 ans en TI qui vient nous donner un coup de main. Il fait des petits travaux pour nous, mais nettoie la machine à café. Ben, tu te rends compte quand il est pas là, il est en vacances. Là, il profite du Portugal en ce moment, là, mais il est pas là, puis là, on le sent. Là, on arrive le matin, la vaisselle, il faut vider la vaisselle, laver la machine à café, le courrier. Pendant qu'on fait ça, on fait pas le reste. On fait pas le reste, mais c'est là que tu te rends compte, OK, c'est vraiment important ce qu'il fait. Chaque maillon, quand les clients rentrent dans la cuisine, puis que la cuisine n'est pas en ordre, là, moi, je rentre, puis c'est pas ça l'image que je veux donner, mais le rôle de Claude est hyper important parce que c'est ça qui fait quand les gens arrivent, le faux micro-ondes est propre, la vaisselle est là, est à sa place, la machine à café est prête, il y a du lait dans la machine à café. Toute l'expérience client est différente quand il est là puis quand il est pas là. Fait que cette semaine, c'est pas compliqué. Hier, il y avait 3 personnes qui faisaient du ménage dans le courrier alors que lui, il le fait tout seul, mais tu dis, OK, finalement, c'est important. Fait que, le rôle de tout le monde est hyper important dans notre équipe, puis j'essaie de faire en sorte que tout le monde le sache, que tout le monde le sente. J'essaie de faire de mon mieux possible, en tout cas, pour qu'ils le sentent. Là, je leur dis mais pour moi, c'est hyper important que tout le monde comprenne que leur rôle est important, puis il n'y a pas de petit rôle dans l'équipe. Tout le monde a un rôle important. Ben oui, tout à fait. Puis s'il y en a un qui lâche, ben c'est tout l'objectif collectif qui lâche. Fait que tu vas favoriser vraiment la rétribution, la bonification de manière collective pour que ça soit des objectifs plus communs. Oui, exact. C'est super intéressant. Puis, tu as parlé justement que tu as une ancienne vie. Hein? Tu n'as pas toujours été le grand patron d'aide office. Tu as travaillé en marketing, en pub. C'est des domaines qui sont quand même tough au niveau stress, au niveau pression. Ça va vite. On se revient sur un dizaine. Tu as eu des boss. Oui. J'aime toujours aussi regarder... aller chercher des témoignages justement de l'expérience des patrons qui ont eu des patrons. Est-ce qu'il y a des patrons, des gestionnaires qui t'ont marqué, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, puis qui ont laissé leur trace encore aujourd'hui? Oui, bien, tous mes patrons ont eu un impact sur différentes choses à différents niveaux. Ils m'ont tous appris quelque chose. Je veux dire, la première job que j'ai eue en pub, j'avais 23 ans, puis c'était comme, puis ça me rajeunira pas, là, mais c'était quasiment les débuts de l'Internet. Là, fait que, on commençait à avoir des outils plus technologiques pour sortir des statistiques, puis j'avais une patronne qui comprenait pas du tout ces outils-là, fait qu'elle m'a tellement donné
de lousse, j'ai pu tellement me développer de ce côté-là que, tu sais, j'ai évolué de façon. Puis c'est là que j'ai compris, à un moment donné, quand tu donnes du lousse à quelqu'un puis tu les laisses évoluer, mais si t'as les bonnes personnes, ils vont prendre la place puis ils vont tellement se développer. Fait que, tu sais, ça, pour moi, ça a été déjà un bon exemple à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui m'a appris énormément de choses au niveau du service clientèle, entre autres. Tu sais, Lucie Gauvin, qui a été ma première patronne en agence. Je veux dire, le service clientèle, elle, c'était son... Tu sais, je pouvais pas mieux tomber pour apprendre ce que c'était le service clientèle. Tu as vu les impacts aussi. Ouais, tout à fait. Fait que j'ai appris beaucoup de ce niveau-là. Après ça, j'étais allé en vente avec tu sais, mon boss JP qui est un vendeur hallucinant puis qui est un gars de relations. Il connaît tout le monde. Il m'a tellement appris de choses. Tu sais, c'est un gars hyper humain. Fait que tu sais, le côté empathique, je pense qu'il l'avait, puis ça m'a comme un peu, j'ai comme un peu senti. Puis tu sais, j'avais Michael qui était le président, puis à ce moment-là, tantôt je disais des boss que tu sais, il était hyper exigeant. C'est un avocat de formation. Puis tu sais, aujourd'hui, je comprends tellement c'est quoi la réalité qu'ils vivaient de l'autre côté, puis ça me fait voir les choses vraiment différemment. Fait que tu sais, tous les patrons que j'ai eus, c'est tous des gens qui ont eu un impact sur ce que je suis devenu à un moment donné. C'est comme des parents, tu sais, on devient un peu le même genre de parents qu'on a eu, que nos parents ont été. Ben, je pense que comme patron, c'est un peu la même chose. C'est comme un peu une combinaison de tout ça, mais il faut savoir aller chercher, parce qu'il y a eux autres aussi, il y avait des défauts, des qualités. Ben, il n'y en a pas un de parfait, oui. Qu'est-ce qu'on appréciait de ces gens-là, puis c'est de prendre un peu le meilleur de tout le monde pour essayer de devenir un meilleur patron. Mais c'est intéressant. Fait que, quand tu es nominé dans tes premiers rôles de gestionnaire, de faire un retour sur tes expériences, sur comment tu t'es senti, comment que les gestionnaires t'ont fait sentir, pour garder le bon, regarder le moins bon en tête pour éviter. Peut-être, ça serait une recommandation, peut-être tu partagerais. Mais tu sais, aujourd'hui, des fois, il y a du moins bon que je comprends pourquoi ce moins bon-là était là aussi. Là, puis ça tu sais, des fois, j'aimerais ça avoir des employés qui ont tous été entrepreneurs parce que je pense que ça l'amène une autre expérience que des employés n'ont pas. Puis c'est pour ça que dans mon équipe, j'essaie de leur, qu'ils soient un peu des entrepreneurs, qui puissent avoir un peu la responsabilité puis qu'ils comprennent. Puis je pense que je suis quelqu'un d'hyper transparent. Là. Je veux dire, mon équipe sont assez au courant de pas mal de tout ce qui se passe parce que justement, je trouve ça important qu'ils le comprennent puis que ça devienne un peu des... Mais qu'ils voient ton côté de médaille. Oui, puis qu'ils voient un peu comme des entrepreneurs. Puis à l'interne, c'est des petites business. C'est une petite business qui fait des ventes pour Head Office, une business qui fait du service marketing, qui fait du service financier. Fait que, tout le monde gère un peu comme une petite business à l'intérieur d'Head Office. Fait que, c'est ça, je trouve que ça fait une différence aussi. Hein. 100%. Puis, quand tu as dit justement, je voudrais revenir sur on m'a brassé. Ouais. OK? Vous avez utilisé justement des coachs en équipe. Ouais. Vous avez été exposé aussi au modèle PCM, que je connais très bien. Est-ce que tu peux partager ton expérience? Parce que les outils de type psychométrique ou les tests avec des profils, des inventaires de personnalité, actuellement sur le marché, il y en a qui y croient pas de pantoute, il y en a qui ont vécu des très mauvaises expériences, puis c'est désolant en fait parce que ça laisse la perception que ça marche pas ou que ça va pas porter fruit. J'aimerais ça que tu racontes aussi, comment ça l'a changé ou quel bénéfice tu es allé chercher d'avoir des professionnels qui viennent vous coacher puis vous faire vivre une expérience avec des outils comme ça. Oui, bien, tu sais, pour moi, la PCM, là, ça a été... c'est un game changer là, chez Head Office, là, clairement. J'ai été le premier à le faire. Je voulais voir un peu ce que c'était. Je connaissais pas tant ça. J'avais déjà appris un modèle avec... il y en a que c'est des couleurs, puis il y en a que c'est des petits cartes profil. Il y en a beaucoup. C'est ça. Je comprenais ce modèle-là. Puis là, la PCM, je sentais que c'était comme un step de plus. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, OK, là, je viens de comprendre pourquoi je suis comme ça. Pourquoi j'ai besoin d'avoir des projets, pourquoi je suis empathique, pourquoi des fois les gens me disent, OK, mais tu sais, tes employés, tu leur dis pas la vérité, mais c'est parce que j'essaie de déménager, puis tout ça. Fait que là, tu comprends comment t'es. Fait que là, j'ai dit, OK, mais là, on va tout le faire. Tout le monde va faire, tout le monde va avoir son profil PCM. Puis là, à un moment donné, tu dis, OK, là, dans l'équipe, on n'est pas tous pareils, là. On n'a pas toutes les mêmes préoccupations, on n'a pas tous les mêmes intérêts, on n'a pas toute la même façon de recevoir l'information, de la donner. Puis là, tu fais, OK, là, ça veut dire que là, il faut que je m'adapte aux gens à qui je parle. Puis des fois, c'est aussi niaiseux que la personne n'est pas assez à bonne place dans le bureau, tu sais. Elle est dans un rôle où elle a besoin d'être isolée, elle a besoin de gérer ses projets toute seule, puis tu la place la première sur le bord de la porte, puis c'est toujours elle qui doit répondre aux clients qui rentrent. Mais là, quand tu comprends ça, à un moment donné, tu dis, OK, ben là, des fois, c'est des petits détails, mais ou comment tu présentes les choses à quelqu'un. Fait
Fait que, tu sais, ça nous a beaucoup aidé. En tout cas, je parle pour moi, mais je sens que l'équipe aussi a beaucoup apprécié ça. Mais le secret, c'est de continuer. Tu sais, de le faire vivre dans le temps. Exact. Fait que, tu sais, nous, on a continué l'accompagnement. Après, tout le monde, on a des rencontres hebdomadaires avec notre coach PCM qui nous ramène puis qui va dire, OK, ben là, cette semaine, c'est quoi tes problèmes? OK, ben j'ai un problème avec telle personne. Je trouve qu'elle collabore pas bien. OK, puis là, il va creuser un peu parce que, OK, ben présente-y de telle façon parce que lui, il connaît le profil PCM de tout le monde. Puis là, il nous aide à, tu sais, ben profite. Puis c'est là que quand tu dis brasser, ben tu sais, Louis, qui est mon coach PCM, il me brasse assez souvent. Puis des fois, ça vient comme te chercher parce que c'est comme de mettre le doigt Mais ça travaille! Ben, ça travaille sur quelque chose que tu fais pas bien. Puis là, il dit, ben, tu sais, ça, tu t'es planté là-dessus, puis il faut que tu le fasses, puis il faut que tu le fasses mieux. Fait que là, je te donne. Mais quand on se plante, on apprend. Exact. Mais là, il dit, je te donne jusqu'à jeudi prochain, à notre prochaine rencontre, il faut que tu ailles adresser tel problème à telle personne, tel problème à telle personne, puis il faut que tu ailles fait telle action. Ben, tu sais, ça l'aide d'avoir quelqu'un de l'externe aussi, parce que lui, il y a l'autre. Après ça, il reçoit de l'autre côté comment ça a été perçu. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, en tout cas, je pense que ça nous a beaucoup aidé. Ça décloche des affaires. Ah, tout à fait. Puis dans le personnel aussi, là, c'est même pas juste dans le c'est un outil qui est fort jusqu'à gérer ses enfants. En tout cas, pour ma part, ça décloche bien en tout cas, ça l'amène bien des bénéfices ben oui, dans le couple. En fait, c'est de s'ouvrir à une réalité c'est vrai qu'on voit pas le monde de la même façon. On n'a pas du tout les mêmes préoccupations, on n'a pas les mêmes choses qui nous animent, qui nous... Fait que quand tu comprends ça, ben là, c'est là que tu trouves des justes milieux, tu vas trouver des arrangements, mais en tout cas, moi, ça a été... j'aurais tellement aimé ça, faire ça avant, là, ça aurait été... Ça a réglé. Ben voyons donc qu'il fait ça de même, voyons donc qu'il pense ça. Tu sais, les fameux... ben non, qu'il pense ça ou qu'il réagit comme ça, ben oui. C'est possible. Puis il n'y en a pas un qui est wrong. Non, exact. C'est ça, tu sais. Puis ça crée. Est-ce que vous l'utilisez aussi comme un langage commun? Tu sais, des fois, on a besoin du promoteur ici ou on a besoin. Oui, ou des fois, on va entendre. Ben moi, mon côté énergiseur dirait que, tu sais, fait tu sais, là aussi, ça devient un peu comme des running gags, mais c'est juste une façon, des fois, de rappeler que, ben, tu sais, cette personne-là, c'est une énergiseur, puis elle a besoin d'avoir des projets, ça a besoin de bouger puis tout ça, fait qu'on, tu sais, en tout cas, on l'utilise de façon assez régulière. C'est communiqué, ça. Mais je pense qu'on réussit à l'utiliser de façon régulière parce qu'on n'a pas arrêté l'accompagnement, parce que c'est comme, tu sais, lire un livre, ça a un impact pendant 2-3 semaines. Puis après ça, si tu le relis pas, si t'as pas de rappel, ça se cristallise en tu dedans. l'oublies, tu sais, puis ça devient plus naturel. Fait que, tu sais, pour nous, la différence, c'est d'avoir cet accompagnement-là de façon régulière. Puis c'est pas quelque chose qui coûte cher. Je te dirais que c'est un investissement beaucoup plus qu'une dépense de toute façon, là. Oui. Parce qu'on a des résultats, ça change les choses, le travail est plus agréable. Puis, tu sais, je pense que ça l'a aidé tout le monde. Fait que tu comme entrepreneur, tu payes du coaching à chaque membre de ton équipe. Tu sais, ça, c'est quelque chose, là, parce que c'est pas commun, hein. Puis souvent, ben, il y en a, tu sais, il y en a des ressources, mais comme tu dis, c'est une dépense. Puis de voir ça comme un investissement, ben, c'est pas facile parce que le ROI est pas toujours mesurable, là. Mais toi, t'es capable de le voir, puis c'est ça, c'est quand même quelque chose, tu sais, de pouvoir offrir ça aux membres de ton équipe, là. Peut-être qu'il y en a qui vont dire qu'on n'est pas une grosse équipe, c'est plus facile. Oui, mais il reste que, tu sais, aujourd'hui, je regarde l'investissement qu'on a fait, je peux facilement dire que mon équipe a augmenté sa performance de 25 à 50%, tout dépendant des cas. Fait que, ça veut dire que j'ai peut-être sauvé l'embauche de 2-3 personnes pour qu'on soit capable de faire le même travail. Puis en plus, on le fait avec plus de fun, plus de plaisir. On est plus efficace, plus on a des de meilleurs clarté résultats, parce qu'on communique de la bonne façon. Là. Je suis pas en train de dire que c'est parfait, mais tu sais, là, on a des projets qui s'en viennent, puis je pense même pas que je vais avoir besoin d'engager tant de monde que ça parce que on est juste meilleur. Puis t'as les bonnes personnes aux bonnes places qui se parlent clairement, qui communiquent. Ouais. Puis c'est aussi cette imputabilité-là. Tu sais, quand tu rencontres un coach, quelqu'un qui t'accompagne de manière récurrente, ben tu t'es un peu imputable de lui rendre des comptes ou il te donne des petits devoirs. Ou, tout dépendant du profil. Mais comme je disais tantôt, des fois, mon coach, il me brasse, puis il m'a déjà dit à un moment donné, là, je suis déçu. C'est tellement venu me chercher, là, ça m'a comme... Là, mais il avait raison, j'avais pas fait ce qu'il m'avait demandé, puis il fallait que je le fasse, puis je l'ai pas fait. Puis le problème comme entrepreneur, c'est que t'as pas de patron pour te shaker, souvent t'as des employés qui osent pas te le dire non plus. Fait que
comment tu fais pour savoir que tu es dans le trouble, puis qui va te mettre un peu de pression pour que tu le fasses. Fait que la fois d'après, je l'avais fait. Je le décevrai pas 2 fois. Fait que, tu sais, en tout cas, pour moi, ça m'aide beaucoup. Je pense que ça l'aide l'équipe. Tu sais, c'est un safe space aussi. Tout à fait. Puis, tu sais, j'ai même des gens qui étaient un peu fermés à l'accompagnement au départ. Puis, tu sais, il y en a qui ont l'impression, ben, ça m'aide pas ou qui. C'est un meeting de plus dans ma semaine. Exact, ça se retrouve pas. Puis là, j'ai appris hier que j'ai un employé qui est allé voir notre équipe qui s'occupe du coaching, qui a dit, OK, là, j'ai besoin d'aide, tu sais. Qui est d'aller de lui-même demander de l'aide. Ça, pour moi, ça veut dire que j'ai rendu le coaching accessible à mes employés, qui savaient qu'ils étaient disponibles, puis ont été capables d'eux autres mêmes de dire, hey, j'ai besoin d'un coup de main sur quelque chose. Puis je pense que nos coachs, c'est les meilleures personnes pour les aider dans ce cas-là. Fait que le réflexe a été bon, puis tant mieux. Fait que c'est ça, cette productivité-là, en fait, c'est qu'ils attendent pas pour régler. Ils ont des ressources pour les aider à régler le problème. Ouais. C'est pas des ressources qui règlent les problèmes, mais ils vont moins tarder à peut-être adresser, à dans la réflexion aussi, là, tu sais, d'emmener des différentes perspectives pour trouver la bonne solution. Fait que tu gagnes en productivité, en gestion des conflits aussi. Tout à fait. Puis, tu sais, l'important, comme je dis, c'est que le coaching soit accessible. Puis c'est sûr, là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais dans le coworking, c'est un peu ça l'avantage. Ouais. Tu sais, moi, j'ai des coachs partout dans mes espaces. Les gens sont là, sont disponibles, fait qu'ils sont facilement accessibles. Fait que, tu sais, puis avec l'Académie d'Office, puis on rentre nécessairement pas dans les détails, mais c'est un peu ça l'objectif, c'est de rendre la formation le plus accessible possible pour les membres d'Office. Fait qu'on a une banque de coachs qui vont venir faire du coaching, qui font déjà des formations, des ateliers, sont là. Puis mon but, c'est de rendre ça le plus disponible parce que si moi, ça m'a aidé, je suis sûr que ça peut aider tous mes clients. Fait que, tu sais, on travaille fort pour rendre cette formation-là accessible. Puis c'est ça que je pense qui fait la différence parce que, tu sais, quand on a un problème, mais ça prend pas 3 semaines. Tu sais, j'ai pas besoin de chercher un coach, de trouver le bon coach, de faire des entrevues, de discuter. Ils sont là, on les a choisis, ils sont disponibles, ils sont proches. On a juste à lever la main, un petit Teams, un petit texto, dire hey, j'ai besoin d'une demi-heure de ton temps. Des fois, ils sont sur place. Ben, souvent, ben, c'est pour ça que nous, on travaille avec ceux-là, entre autres, parce qu'ils sont présents dans nos bureaux. Fait qu'ils sont régulièrement, on les croise dans le corridor. Hey, t'as-tu 5 minutes? Ça fait tellement. Mais déjà, le lien de confiance est déjà entamé. On les connaît, le vibe est bon. Puis ils comprennent notre offre aussi. Tu sais, ça, c'est l'autre chose. C'est des clients coach, fait qu'ils comprennent ce qu'on fait. Fait qu'ils sont capables déjà de voir, tu sais, telle affaire, je pense que t'as manqué ton coup là-dessus. Fait que c'est un feedback qui a une valeur énorme, là. Fait que. Fait qu'on en profite. T'sais, ça fait partie des avantages d'aller dans un coworking. Fait qu'on en profite aussi avec notre équipe. C'est quoi les plus grandes crises? Tu côtoies des entrepreneurs puis des business sur une base quotidienne. C'est tes clients. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu observes au niveau de ta clientèle qui est les grands enjeux du moment? Mais plus du côté gestion ou... Entrepreneur, dirigeant? Ben, tu sais, c'est sûr que dans notre clientèle, dans notre clientèle, on a quand même, je dirais peut-être 75% de nos clients, c'est des petites entreprises. Ouais. Ça va du travailleur autonome jusqu'à l'entreprise d'une dizaine d'employés. Puis je veux dire, nous autres, on est 8, là, fait que je sais exactement c'est quoi. C'est des petites équipes, on veut en faire beaucoup, ça évolue, les clients, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, ça change, les besoins changent. Fait que, les plus gros enjeux, je trouve, comme gestionnaire, c'est toucher à beaucoup de choses. Comme gestionnaire, ben, souvent, il faut que tu comprennes les finances, il faut que tu sois capable de lire tes états financiers, il faut que tu sois capable de faire un peu de marketing, ou en tout cas de comprendre ce que tu fais. Il faut que tu fasses de la gestion, du management, il faut que tu aies une vision, il faut que tu règles des problèmes, ça fait beaucoup de choses à gérer. Faut que tu recadres, mais en même temps, il faut que tu veilles au bien-être de tes employés. Exactement, tu ne veux pas les perdre. Il faut que tu travailles sur ta marque employeur, parce que quand tu es une petite business, des fois, c'est dur. Nous autres, on a des clients, c'est ça qui fait la différence d'être chez Head Office, c'est ils accueillent des employés, mais ils ont des bureaux, ils ont un environnement où les mettre. Il y a des relations. Ils n'ont pas besoin de faire leur vaisselle. Exact. Les employés, ils arrivent, puis c'est toujours propre, toujours beau. C'est beau, ils ont accès à plein de choses. Fait que ça, c'est le fun. S'il y a une journée que leur équipe, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a plein de monde autour, fait que les gens dînent, ils rencontrent plein de monde. Fait que, je pense que ça crée une belle dynamique, une belle communauté d'entrepreneurs. Fait que, c'est sûr qu'en ce moment, dans les défis de gestionnaire, ben, il y a un peu ça. Le télétravail, ça l'amène. On en parle à tous les jours. On l'a vu, là, après la pandémie, c'était tout le monde, on croit au télétravail. Maintenant, on est organisé, on est équipé. Puis là, tranquillement. Finalement, revenez donc. Ben là, c'était au début, revenez une journée ou 2 par semaine. Là, maintenant, c'est du 3 jours semaine. Il y en a qui exigent du 4 jours, 5 jours. Mais j'entends des fois en même temps des employés, des entrepreneurs qui disent ben là, mes employés, ils veulent plus venir au bureau. Ils veulent rien savoir. Il n'y a aucun moyen de les amener au bureau. On fait quoi, tu sais? Faut qu'il y ait un intérêt à se déplacer. Il faut qu'il y ait un intérêt. Il faut qu'ils voient la valeur ajoutée. Mais je pense que comme
gestionnaire, comme entrepreneur, à un moment donné, il faut que tu sois capable de prendre la décision de dire, ben moi, pour mon entreprise, c'est important que les gens soient au bureau parce que je veux les coacher, je veux les encadrer. C'est pas une question de les surveiller, c'est pas... En tout cas, pas pour moi, là, c'est pas ça, mais il y a tellement de choses qui se règlent, ça crée tellement une meilleure ambiance quand tout le monde est au bureau. Tu l'as vu avec le modèle PCM, hein? La communication, c'est pas les mots, hein? C'est pas juste les mots, c'est l'ambiance, c'est l'énergie que ça l'amène d'avoir une équipe au bureau. Tu sais, moi, j'ai des gens dans mon équipe que quand ils sont pas là, je le sais, tu sais, je le sens que ça change la dynamique. Puis c'est correct là, parce que ça arrive. Tu sais, nous, on gère des espaces un peu partout au Québec. Fait que des fois, les employés sont partis. Mais quand tout le monde est là, c'est tellement autre chose. Là. Tu sais, les lunchs sont plus le fun. Tu sais, l'ambiance dans le bureau est plus le fun. Tu sens qu'il y a comme de quoi qui se passe. Le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance. La vision commune à vie aussi. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, c'est important. Tu sais, moi, mes employés, je contrôle pas les journées qu'ils passent au bureau ou pas, mais ils savent que le plus souvent possible, il faut qu'ils soient au bureau. On veut te voir. On veut se voir, mais c'est sûr que tout le monde a des choses. T'sais, Charles, il doit aller vérifier des choses dans plein de bureaux. Fred, elle a des visites à faire. Toine, Clément, tout le monde se promène. Mais on essaye quand même le plus possible de se voir le plus souvent possible. Puis je pense que ça fait une différence. As-tu des trucs pour gérer ce format hybride-là sans être trop... justement contrôlant ou sans que ça soit trop balisé. Ça, c'est un défi aussi qu'on me parle souvent. Je pense que la pire chose à faire, c'est de le faire comme si c'était imposé puis que c'était... Vous n'avez pas le choix, c'est une règle, c'est comme ça, puis c'est non discutable. Il faut leur faire comprendre l'avantage. Puis c'est aussi niaiseux que d'organiser une journée. Nous, on loue des suites une journée par semaine. Fait qu'on a des clients qui prennent une journée, mettons, tous les mercredis, sont dans nos bureaux, ils ont leur suite, mais le mardi, c'est une autre compagnie, le lundi. Mais si tu viens la première fois, puis il y a 6 personnes, puis que là, l'ambiance est le fun, puis que tu envoies des petits messages, c'est cool, on se fait livrer de la pizza, on va dire, là, ça se peut que la semaine d'après, vous soyez 8, puis vous soyez 10, parce qu'à un moment donné, tu sais, le faux mot, la peur de manquer quelque chose, ben je veux pas être à part de la gang, moi aussi, je veux vivre ça, les insides. Les gens manquent quelque chose quand ils sont pas au bureau. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas, il y a des relations qui se développent dans l'équipe, il y a des talents qui se développent, il y a des opportunités qui se développent. Puis je pense que les gens passent à côté de ça en se voyant jamais. Puis, tu sais, en tout cas, pour moi, c'est important, mais moi, je ne l'ai jamais imposé. J'ai jamais dit à mes employés, ben moi, c'est ça la règle. Quand les gens me disent, ben là, j'ai Vidéotron qui vient un matin, ben c'est correct, tu travailles de la maison, puis on va se parler autrement. C'est correct. Ça fait partie des avantages, c'est accessible, mais je veux que les gens, quand ils viennent au bureau, ben, ils sentent que, OK, ben, c'est volontaire. C'est volontaire, puis c'est le fun d'être au bureau. Puis on a des beaux bureaux, puis nos bureaux, ils ont évolué depuis le temps. Là. Moi, je me suis fait barouetter souvent. Je me rappelle encore, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, on était 3 dans un bureau de 100 pieds carrés parce que c'est tout ce qui nous restait comme espace disponible. Là, après ça, j'ai investi quand on a agrandi, puis on s'est installé des beaux bureaux. Puis pour moi, c'est important parce que je pense que ça fait une différence d'avoir un environnement. Ça veut pas dire d'avoir un espace de 20 000 pieds carrés à Place Ville-Marie pour avoir une vue sur le centre-ville, mais juste une place où tu peux te retrouver, tu peux te voir, puis que c'est agréable quand tu te vois. Mais je pense que ça fait sentiment que ça te représente bien. Puis, ben ça, c'est tout à fait. Puis, mais c'est ça, c'est de pas tout mettre là. C'est parce qu'on a parlé de plein de choses, justement, de l'approche pour gérer les employés. L'environnement, c'est une chose, mais ça fera pas tout. Mais tu sais, je pense que si tu es capable de réduire ta facture de loyer, c'est comme je disais, des fois, tu peux réduire de 75% ta facture de loyer, mais cet argent-là, si tu le dépensais avant un bureau, regardons si tu peux pas faire de quoi avec ça, puis justement remplir d'autres besoins avec d'autres besoins, d'évoluer. Puis tu sais, le coaching, c'est ça qui est le fun aussi, c'est que ça donne l'occasion de ramener tout le monde ensemble, de dire, gars, là, aujourd'hui, tu sais, on a investi dans quelque chose pour être meilleur, mais tu sais, ça vient avec ça. Mais tu sais, on a un environnement pour le faire, on a des gens qui peuvent nous aider à le faire. Fait que tu sais, cet argent-là était là avant, mais c'est juste de l'utiliser différemment, puis peut-être de mieux l'utiliser. C'est super, super pertinent. Frédéric, j'ai tout le temps un petit segment gérable, pas gérable. Ouais. Es-tu prête? Je suis prêt. Je t'ai préparé, mais je vais retrouver ça à l'instant. Frédéric, gérable, pas gérable. On vient d'en parler, mais là, on rentre dans la question. Une business 100% télétravail. Moi, je serais pas capable. Je présume que ça se fait, mais est-ce que c'est optimal de le faire? Je suis pas convaincu. Mais ça se fait. Je veux dire, c'est gérable. Il y a des moyens. Tu peux installer des outils sur les ordinateurs de tes employés pour savoir quand ils sont connectés. Il y a plein de moyens de mesurer l'efficacité de tes employés.
Mais je le dis depuis le début du podcast que la communication, c'est hyper important. Puis la communication, c'est pas juste verbal, c'est dans l'attitude de voir que quelqu'un ne file pas aujourd'hui, qui est pas là. Je pense que tu peux pas faire ça si tu es 100% télétravail. En tout cas, moi, personnellement, j'y crois pas. Non, puis il faut que tu en connaissant la personne, ben ça brise un peu plus les perceptions. On en a discuté tantôt, tu sais. Moi, quand je vois une réponse courriel courte, des fois, si je connais pas bien la personne, j'overthink. Je fais comme, c'était-tu sec? Tu sais, on se met à... Fait que si on cumule tout ça juste en utilisant des Slack puis des Teams, puis ben là, les perceptions sont tout mêlées, là. Fait que, alors que quand on connaît la personne puis qu'on sait qu'à quel point il care, puis ben, peu importe ce qu'il va écrire dans Slack. Moi, des fois, j'oublie de dire bonjour le matin. Là. J'écris, qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Sauf que si je suis capable de démontrer autrement que j'envoie pas le message que je me fous de comment t'as passé ta soirée, j'y ai juste pas pensé. Fait que... non, en tout cas, je pense que la relation entre les personnes, ça fait toute la différence. Mais pour répondre à ta question, c'est gérable, mais je pense pas que c'est optimal. Ah, puis jusqu'à combien d'employés, maintenant, je pense que c'est même pas une question d'employés. Je veux dire, même si tu as 2-3 employés, en fait, c'est probablement pire, là, parce que s'ils se voient jamais, tu vas les perdre, ces employés-là. Je peux pas... Tu sais, même les programmeurs que des fois on voit comme des petites bébites à part qui ont besoin d'être seuls, puis tout ça, tu sais, c'est probablement vrai, mais ça veut pas dire qu'ils ont pas besoin de voir du monde au moins une fois de temps en temps, au moins de voir du monde comme eux autres. Puis ne serait-ce que pour, tu sais, justement, le côté, c'est des gens que c'est dur d'aller leur chercher de l'information. Fait que si au moins tu peux les avoir en personne avec toi, je pense que ça fait la différence. Puis, tu sais, dans des grosses entreprises, je pense que c'est quand même au moins important qu'en petite équipe, les gens puissent se retrouver à l'occasion. Parce qu'il y a plusieurs niveaux aussi, c'est ça, tu sais, la grande entreprise, mais l'équipe de gestion de proximité, là, le gestionnaire et son team aussi, c'est une micro-business dans une business, là, fait que il y a d'autres besoins à combler. Gérable, pas gérable, la pression, tu viens de la pub, tu viens du marketing, la pression qu'on met sur des équipes marketing. C'est gérable, mais encore là, ça revient à la communication. Il faut que les attentes soient claires. Il faut que les besoins soient clairs. Puis pour moi, l'équipe marketing est hyper importante parce que, comme je le disais, c'est comme l'étape avant de faire une vente. C'est souvent eux qui vont générer les leads, mais que ce soit à l'interne ou à l'externe, je pense qu'il faut que les attentes soient claires. Puis je veux dire, le marketing, à un moment donné, il ne peut pas tout régler non plus. Ils ont une job à faire au marketing, mais après ça, l'équipe de vente a une job à faire avec ce que le marketing peut faire. Puis c'est là que je trouve que c'est une synergie hyper importante. Mais c'est sûr qu'on met beaucoup de stress sur l'équipe marketing parce que quand les ventes font pas de vente, ben OK, mais j'ai pas assez de leads, mes leads sont on a l'impression que c'est eux qui amènent le carburant. Là. Exact. Ben oui, c'est pas faux non plus. Là, si tu fais pas de marketing, j'ai de la misère à croire que quelqu'un va te trouver, là, à moins d'être vraiment chanceux, mais je pense que c'est important, mais il faut gérer cette pression-là, il faut qu'elle soit... Il faut que ce soit clair, les attentes soient claires, puis je pense que c'est... Tout le monde soit un peu imputable des résultats, là, tout le monde peut improve something. Ben oui, puis pour avoir travaillé en marketing longtemps, c'est arrivé souvent que j'ai entendu des gens dire « Ouais, mais, mettons, on réussit pas à closer des ventes. » Mais oui, mais moi, je close pas des ventes. Moi, je t'amène des clients. Fait que, à moins que tu me dises que je t'amène pas les bons clients, mais après ça, tu as une job à faire aux ventes. Fait qu'à un moment donné, il y a des limites à ce que chaque département peut faire. C'est comme si tu disais aux ventes, vous faites pas de vente. Oui, mais on n'a pas de lead, il n'y a pas de... il n'y a rien qui se génère, l'offre n'est pas bonne, les prix sont pas bons. À un moment donné, c'est tout ça. Le message n'est pas cohérent. C'est ça. Fait que tout fait partie de l'équation, autant le marketing, les ventes que les finances, que tout le reste, que l'expérience client. Là, c'est... tout rentre là-dedans. Là. Exact. Là, si tu ne pousses pas l'expérience client, puis l'acquisition client coûte toujours plus cher que la rétention. Fait que là, tout est dans tout. Fait que faut penser à ces choses-là. Là. Petit dernier. Gérable, pas gérable, des startups qui changent de locaux à chaque année parce qu'ils vivent de la croissance. Bien, il faut que ce soit gérable. C'est important parce que, à un moment donné, tu ne peux pas empêcher une entreprise de croître. Comme je disais tantôt, ben, il y a des espaces comme le coworking qui sont faits pour ça. Chez Head Office, on a plein d'offres différentes pour ces entreprises-là. On essaie d'être le plus flexible possible, le plus collaboratif possible. Puis c'est déjà arrivé qu'on a des clients qui étaient rendus trop gros pour être chez nous. On pouvait plus répondre à leurs besoins. Puis dans ce temps-là, pour moi, c'est comme un enfant qui finit l'université. Mais tu l'as vu grandir. Ouais, ça vous arrive-tu de voir les business croître puis faire comme... on en a plein des clients comme ça, des PC Jolicoeur qui étaient clients chez nous quand ils ont commencé. Aujourd'hui, je regarde où il est rendu. C'est impressionnant. Là,
je dois t'avouer que je m'en sers des fois de dire qu'il a commencé chez nous, tu sais. Puis c'est une fierté. Tu sais, GM Agence qui sont rendus avec des studios à Montréal où ils créent du contenu pour plein de gens sur les réseaux sociaux, mais ils ont commencé dans nos bureaux, puis ils ont fait partie de notre écosystème, de nos membres. Ils ont gardé des relations avec des clients qui sont encore chez nous. Fait qu'on, j'en ai plein de clients comme ça, puis j'en veux plein. J'en veux plein d'autres clients qui vont tellement évoluer. T'es témoin de ça, c'est incroyable. Juste demander nos enfants, on peut pas les garder à la maison toute leur vie. Il faut être capable de les laisser. Trop grands. Faut être capable de les laisser partir. Puis ça, pour moi, ça me fait toujours de quoi de voir un client comme ça qui part, parce que je me dis, bon, on a partagé quelque chose pendant un bout de temps, puis l'entrepreneur va ouvrir un autre petit business, puis ça va recommencer. Ouais, ben c'est ça. Mais en tout cas, fait que il y en a plein, mais il faut que ce soit gérable, puis on essaye de le gérer du mieux possible. Puis des fois, ça arrive que nous, on peut plus répondre à ce besoin-là, puis ils peuvent soit se retourner, on va essayer de les diriger des fois ailleurs, puis on essaie d'être le plus flexible possible, puis le plus collaboratif possible là-dedans, mais tu peux pas empêcher une business d'évoluer parce que ses bureaux sont trop petits. Ça fait pas de sens, là. Super. Frédéric, je finis tout le temps avec cette question. Comment tu te gères? Comment je me gère? Je me parle beaucoup. Je suis rendu, je me parle oralement tout seul. Ou dans ta tête? Dans ma tête, plus dans ma tête, là, mais malgré qu'ils disent que c'est un signe d'intelligence de parler tout seul, tout haut, là, mais je suis quelqu'un d'hyper impulsif en général. Fait que là, j'essaye maintenant de me donner du temps avant de réagir, avant de prendre des décisions. Que ce soit une bonne nouvelle. J'essaie de ne plus m'emballer trop vite sur une bonne nouvelle, de prendre le temps. C'est juste de laisser retomber, m'assurer que tout est sous contrôle. Puis à l'inverse, quand j'ai une mauvaise nouvelle, au lieu de tomber dans le scénario catastrophe tout de suite puis m'imaginer que ce qui va arriver, c'est le pire, mais je laisse un peu les choses aller puis je prends le temps de réfléchir. Puis généralement, les solutions viennent d'eux-mêmes. Puis c'est fou comment des fois, puis en parlant aussi, ça m'aide à me gérer, d'en parler avec d'autres personnes puis des fois, tu fais « OK, finalement, c'est pas si pire que ça » ou finalement, il y avait une solution à laquelle j'ai pas pensé. Fait on dirait que je suis tellement bien entouré en ce moment que ça m'aide beaucoup à me gérer, gérer mon impulsivité, puis gérer aussi j'ai un caractère des fois, là, comme là, en ce moment, j'ai mal dans le dos. Là, cette semaine, je me suis blessé au dos, puis il y a des journées où tu es plus irrité un peu, plus impulsif, puis là, j'essaye de prendre ça smooth le plus possible. Je pense que j'ai bien fait ça cette semaine, malgré mon mal de dos, mais je pense que j'ai beaucoup appris dans la dernière année, justement, à juste prendre le temps, des fois, de réfléchir, de penser, de voir les solutions. Fait que, ça m'aide. Puis j'essaie de gérer mieux mon agenda aussi. Fait que ça m'aide en bloquant des choses dans mon agenda. Ça m'aide beaucoup, là. Fait que de t'introspecter. Ouais. Donc, comme tu dis, de te gérer, de savoir où si tes triggers, tes faiblesses. Des fois, c'est ponctuel. Comme tu dis, quand on est blessé, c'est sûr que c'est irritant, là, parce qu'on le sent tout le temps. T'sais. Fait que de trouver des solutions par rapport à ça, puis de vulgariser aussi. Puis, si tu avais le choix entre gérer ou être géré? Je pense que j'aime ça être géré. Malgré que je suis un gestionnaire, là, puis je veux dire, honnêtement, moi, mes employés, puis je leur demande de le faire plus, mais j'apprécie quand ils me gèrent, puis qu'ils me disent, là, t'es dans le champ, ou, je pense qu'on devrait faire ça. J'adore ça, là. Je carbure à ça, puis moi, autant dans ma vie personnelle, je prends tellement de décisions dans mes journées, j'ai tellement de décisions à prendre que quand j'ai quelqu'un qui peut les prendre pour moi, qui peut me dire, puis que ça fait du sens, là, go, vas-y, j'ai aucun problème avec ça. C'est sûr que j'aime ça me garder le dernier mot, là, mais si ça fait pas, mais j'ai aucun problème à me faire. Ça, faudrait qu'on le dise plus souvent aux équipes. Ouais, ben oui, il faut le communiquer. Leur donner le droit de nous gérer. Mais il faut le dire, mais il faut l'accepter aussi. C'est pas juste de le dire, parce que tu peux le dire, mais que les gens le ressentent pas. Ça, c'est vrai. C'est pas le fun de toujours défaire leurs idées. Il y en a qui sont bons là-dedans, là, de trouver tout le temps ce qui marchera pas au lieu de penser à ce qui pourrait fonctionner. Fait que ça, c'est important. Ou des oui, je t'entends, merci. Puis là, finalement. Puis il y a rien qui se passe, là. Tout à fait. Tout à fait. Fait que si on donne le droit, ben faut que ça vienne aussi avec l'acceptation. C'est comme la rétroaction. Tu l'as nommé aussi, que tu vas chercher de la rétro de ton équipe. Ouais. T'sais. Fait qu'il faut être prête à faut être prêt à l'entendre. Puis à vivre avec.
Tout à fait, tout à fait. Ouais. Hey, merci Frédéric. Ça m'a Puis fait plaisir. ça va être un super bon épisode parce que le but à toi, c'est aussi d'emmener des solutions. Je pense sincèrement que Head Office est une solution pour les entreprises qui ont besoin de locaux, mais de façon adaptée à leurs besoins. Fait qu'ils vont pouvoir en savoir plus. Fait que comment qu'on te rejoint si on veut en savoir plus? Qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, vous pouvez aller sur headoffice.com, vous pouvez me contacter, me rejoindre sur LinkedIn ou ça va me faire plaisir de prendre du temps pour vous expliquer ce qu'on fait. Puis on a une belle équipe là, pour vous recevoir. Oui, puis plein de services qu'on ignore à découvrir aussi pour pouvoir avoir des ressources sur place ou en virtuel même. Fait que, à découvrir. Merci. Merci à toi. C'est super le fun. À bientôt. Bye bye. À bientôt.